Bonjour Corinne, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview-là. Je t'ai découvert sur Internet. C'est vraiment là que tu as fait parler de toi par rapport à tout ce que tu dénonces au sujet de l'alimentation, Tout hein, à fait. du glutamate, de l'aspartame, des choses comme ça. Alors, j'ai pas mal de questions pour toi et, euh, je voudrais déjà que tu nous dises, parce que tout le monde a un micro-ondes chez soi, et je voudrais que tu nous dises exactement les effets néfastes du micro-ondes Pour un sur micro-ondes, l'organisme. en fait, c'est une machine qui va surchauffer de l'aliment et qui va exploser les molécules à une très très grande vitesse pour chauffer très rapidement. Donc évidemment, on a encouragé les femmes à travailler, à surconsommer, à acheter du tout prêt. Et donc les mamans n'ont plus le temps de cuisiner, les papas non plus, hein, les deux peuvent cuisiner bien sûr. Et donc on met vite fait à décongeler ou à chauffer un bol de lait au micro-ondes pour l'enfant ou un biberon au micro-ondes le matin. On rajoute du chocolat en poudre et puis après ça sera une tartine de pâte à tartiner. Et puis voilà, quoi, c'est ça le petit déjeuner. Donc il a déjà été prouvé que le lait passé au micro-ondes devient neurotoxique. Donc il y a eu plusieurs personnes qui en ont parlé en conférence et qui ont prouvé la toxicité des micro-ondes. Et même un verre d'eau passé au micro-ondes, la molécule H2O n'est plus de l'H2O. Donc imaginez, je sais pas, un plat de légumes, il y a toujours de l'eau dans ces Et alors, produits-là. de l'eau, qu'est-ce que ça fait sur le Ben, corps ça de éclate l'eau? la molécule et donc du coup on va boire une tasse de café ou de thé, je sais pas. Donc du coup ça va tromper complètement l'organisme, mais c'est vraiment dangereux. En plus vous avez l'appareil qui irradie lui-même. Mhm. Donc s'il est assez âgé, certains vont dire que la porte peut fuir et compagnie. Donc s'il est placé à la hauteur de votre estomac, ben, ça va irradier votre estomac parce qu'en général les gens restent devant. Oui. Et si c'est placé au niveau de la tête, eh ben, ça peut faire des problèmes au niveau de la tête aussi. Et ça va irradier des fois jusqu'à 5-6 mètres au travers des murs, tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc l'idée c'est d'encourager les gens à faire chauffer s'ils veulent faire chauffer, mais au bain-marie, au four, Mhm. mais pas au micro-ondes, et de se débarrasser de ces machines-là qui sont vraiment nocives pour la santé. Ouais, ouais, ça peut être même cancérigène. Oui, bien sûr, Ouais. ça peut. Je veux dire, déjà, de toute façon, les gens, il y a une collection de plats en plastique pour faire chauffer au micro-ondes. On peut faire des gâteaux au micro-ondes maintenant, on peut faire des tas de choses. Mais je vois pas l'intérêt, puisque de toute façon, même un gâteau cuit au micro-ondes sera toxique pour la santé et il n'y aura plus de vitalité, il n'y aura plus aucune vitamine dans ce qui passe au micro-ondes de toute façon. Donc c'est vraiment quelque chose qui va activer la molécule, qui va la détruire. Et vous mangez une bouillie qui va soi-disant vous remplir l'estomac, et qui ne va rien vous apporter au niveau santé énergique, ou au contraire qui peut être très nocif pour la santé. Oui, ça peut dénuer Donc de moi ça valeurs fait nutritives complètement, les ben, il n'y aliments. a, plus, y a plus de nutriments dans un truc poisson micro-ondes. Parle-nous de l'eau du robinet. Alors l'eau du robinet, il y a de nombreux experts comme Marc-Henri qui en parlent aussi, il y a des naturopathes qui s'y intéressent, donc moi j'ai un ami naturopathe qui explique que l'eau du robinet est potable mais pas buvable. Donc aujourd'hui on a aussi le problème des antennes relais sur les châteaux d'eau. Dans l'eau du robinet, dans les châteaux d'eau, il y a souvent aussi de l'aluminium. On retrouve aussi des traces de médicaments. On retrouve, en Allemagne, on avait trouvé des traces d'aspartame et d'acésulfame K dans l'eau du robinet. Analyse, à ma connaissance, qui n'ont pas été faites en France. Mhm. On retrouve les traces de médicaments, de pilules, j'imagine bien les traces de tout ce que les gens rejettent malgré eux. Plus du chlore, plus de l'aluminium. Donc du coup, c'est un vaste sujet, le sujet de l'eau. Après, c'est un vrai casse-tête chinois pour savoir s'il faut boire de l'eau en bouteille à cause du plastique et des phthalates et des bisphénols. Et s'il faut filtrer l'eau avec des filtres à carafe en plastique encore ou pas. S'il faut acheter un filtre à osmose inverse, c'est tout un marché qui coûte des fois très cher et on est un peu perdu à savoir quel filtre utiliser. De l'eau minérale, par exemple, les minéraux sont pas très bien assimilés par le corps, mais Mm. ça reste toujours meilleur de l'eau minérale qu'effectivement de l'eau du robinet. Pour le moment, c'est ce que j'utilise, ou de l'eau de source. Après, il y a des marques d'eau de source qu'on trouve de moins en moins dans les boutiques diététiques où c'est des bouteilles avec un plastique moins toxique, avec le petit symbole en dessous, des rectangles et des chiffres, Mhm. des triangles. Et donc, après, il faut faire attention. Il y a une marque d'eau très connue et qui est pas chère, que tout le monde voit, et celle-là, elle est fluorée. Ça commence par Christa quelque chose. Et donc, du coup, tout le monde s'achète cette eau-là parce qu'elle est moins chère. Elle contient du fluor. Alors justement, oui, parle-nous du fluor. Quels sont ses effets sur la santé à long terme? Alors il y a un très bon livre qui s'appelle Fluor, une erreur majeure, comment faire autrement, du docteur Bernard Montin de chez Très Daniel. Et donc là il explique les effets du fluor sur l'organisme. On commence souvent après l'accouchement en France avec des pédiatres qui conseillent encore parfois de donner du fluor à des bébés. Moi j'ai eu la chance, j'ai pas accouché en France donc j'ai pas eu ça. Mais le problème c'est surtout chez les petits garçons, en grandissant à l'adolescence ou la préadolescence, ça peut provoquer à la longue des cancers des os chez les garçons. Des taches, on appelle ça
fluorose, je crois, c'est des taches blanches sur les dents qui restent à vie, les dents définitives. Et le fluor, en fait, est quelque chose qui sert aussi à abrutir un peu la population. Oui, parce que c'était d'ailleurs une substance qui était utilisée en forte dose pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui, c'est ça, oui, pour rendre un peu plus Voilà. abétis et dociles les Complètement. prisonniers, c'est ça. Hein. Alors un jour, j'étais dans un supermarché, j'avais l'intention au départ, après mon livre sur les additifs, après celui-là, de faire la même chose sur les cosmétiques, parce que mon éditeur l'avait demandé. Et j'ai vite compris que c'était encore plus compliqué, parce que les ingrédients sur les cosmétiques sont écrits en espèce de langage scientifique, en ANCI ou en anglais, ou avec des codes encore plus compliqués. Ouais. Et là, je comptais dans un supermarché de taille moyenne le nombre de dentifrices différents, pas la marque, mais les types de dentifrices différents. Il y avait 86. Et sur les 86, il y en avait 15 en fluor. Il y avait un tube blanc avec marqué fluor en gros, mais il n'y avait pas que ça marqué, c'était une sous-marque. Il y a une femme qui arrive, elle prend ce tube, elle le met dans son caddie. Et je la regarde, je lui dis excusez-moi, vous vous lavez les dents avec ça? C'est parce qu'il y a marqué fluor en gros, c'est ça ou... Elle me dit écoutez, au point où j'en suis, je prends aussi des sucrètes alors. Et je dis bon, c'est même pas la peine d'expliquer plus. Madame est en colère, elle est pressée, il lui faut son tube de fluor. J'ai pas insisté. Et je me suis dit c'est quand même ahurissant. Donc pour attirer les enfants, on fait des dentifrices avec des paillettes dedans, avec des colorants, un goût fruit des bois, je veux dire, et enrichi au fluor. Et donc là, il y aura un tigre blanc sur le tube ou une princesse, ou il y aura un lapin crétin, enfin c'est un truc de fou. Et l'enfant, maman, je veux ce tube-là parce qu'il y a un dessin dessus. Et donc on va laver les dents de l'enfant avec du dentifrice au fluor. On ne met pas juste un petit pot, on va mettre la longueur de la brosse à dents en plastique. Et là, les mamans disent oh, bah oui, mais après, il se rince la bouche. Oui, puis en plus, le problème, c'est pas de faire une fois de temps en temps, c'est l'accumulation sur des années et des années. Ah, c'est l'accumulation des toxines au quotidien. On estime qu'un enfant de nos jours consomme au moins 100 additifs par jour. Donc dans un dentifrice, ça sera les mêmes colorants que dans les bonbons, sauf que ça sera CI quelque chose. Par exemple, si on prend le célèbre E133 qui m'énerve, même si j'en mange pas, c'est un colorant qui s'appelle, c'est un colorant bleu. Et donc ce E133, c'est bleu brillant FCF. Colorant bleu de synthèse, utilisé dans des tonnes de bonbons, de sucettes, de chewing-gum, de cosmétiques et de médicaments, même pour personnes âgées. Risque hyperactivité, asthme, urticaire, insomnie, cancer. Mélangé à du E621, soit le glutamate monosodique, il devient 4 fois plus dangereux. Donc dans un dentifrice, on ne va pas marquer E133, mais à la fin de la liste des ingrédients, c'est toujours comme ça dans les cosmétiques, les après-rasages, pour les hommes qui se rasent et tout ça, et bien on mettra CI 73015. Pardon, CI, pour ça c'est 132. 133, CI 42090. Et là, les gens, déjà, E133, ils ne savent pas ce que c'est pas marqué sur le cosmétique, c'est sur les bonbons ou les chewing-gums. Et là, il y aura marqué ça, ils ne vont pas faire attention parce qu'ils sont habitués à acheter la marque de ce dentifrice, de ce gel douche. Un gel douche à la lavande, il est violet. C'est du rouge et du bleu mélangé pour faire un violet. Et un aroma, ils mettent de lavande. D'autant qu'on joue vraiment sur la naïveté de l'être humain. Hein. Donc c'est sûr que l'humain ne va pas se dire pourquoi on nous ferait ça, dans quel but. C'est vendu, c'est autorisé. Parce que voilà. vous le valez bien. C'est ça, n'est-ce pas? Du coup, voilà, c'est ça. Vous le valez bien. Donc moi j'ai une amie qui avait pris conscience de certaines choses, mais pas tout. Quand mon livre est sorti, elle n'avait pas fait attention. Elle a acheté un shampoing pour sa petite fille elle avait 4 ans à l'époque, je crois. Et donc c'est un shampoing à la fraise. Et la gamine, elle a fait un eczéma géant dans les cheveux. Au contact de tous les produits chimiques dans ce shampoing à la mode pour enfants. Mais bien sûr, on met une princesse dessus, on dit c'est un shampoing à la fraise, le shampoing à Barbie, vas-y. Et donc du coup, voilà, donc ça c'est partie cosmétique, mais on va retrouver malheureusement les mêmes colorants dans l'agroalimentaire et dans les médicaments, et les arômes aussi. Alors justement, parle-nous un peu des effets de l'aspartame et où est-ce qu'on peut le trouver? Quel effet ça a sur le corps? Alors les effets de l'aspartame, c'est très simple. Il y a un très bon livre qui n'a jamais été traduit en français, qui s'appelle Excitotoxin, The Taste That Kills, et qui est de 1997. Et donc là, il faut parler anglais. Oui, il faut parler anglais, et puis ça c'est médical. Donc il y a un éditeur en France qui l'avait lu, dans le projet de le traduire et de l'éditer, mais comme c'est assez médical quand même, et assez long, vous voyez, c'est pas écrit en gros, hein. Et donc ils ont dit ça va coûter 7 000 € pour le traduire, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'acheter. C'est vrai, moi j'adore le lire, mais il faut vraiment être passionné du cerveau pour le suivre. Et donc du coup, ça c'est le docteur Blelop, qui était ancien neurochirurgien nutritionniste, qui a écrit ce livre, parce qu'en 1990, il avait lu celui-là.
Et là, c'est le mauvais goût du glutamate monosodique, le syndrome du glutamate, du docteur Schwartz, qui explique qu'il était le premier médecin à oser dénoncer les effets du glutamate dans les années 90 dans un livre, alors que les preuves scientifiques existent depuis 1954 pour la première fois, comme quoi ça faisait baisser, ça détruisait les neurones au niveau des yeux pour la vue. Donc là, tu parles de l'aspartame. Du glutamate. Du glutamate. Le glutamate monosodique contient de l'acide aspartique, dont d'autres bactéries qui... C'est lié en fait alors. Ah oui, bah oui, parce qu'après l'aspartame est arrivé sur le marché après. Donc il y a des points en commun. Donc la première excitotoxine, c'est le glutamate monosodique qui a été mis sur le marché en 1909. Le docteur Blalock, neurochirurgien, avait lu ce livre dans les années 90 et a décidé d'en faire un livre plus gros, plus important, en expliquant le mécanisme de l'excitotoxicité. Et bien sûr, ce livre date de 1997, mais l'aspartame a été mis sur le marché en juillet 81 dans les produits secs, grâce entre guillemets à Donald Rumsfeld, qui était à la tête du laboratoire Searle. On avait des preuves scientifiques que l'aspartame était vraiment très dangereuse pour le système nerveux sur des animaux comme les singes. Mais ces études scientifiques du laboratoire avaient été falsifiées grotesquement avec des autopsies faites un an après, des tissus, des analyses trafiquées. Et donc malheureusement, quand Ronald Reagan a été élu président aux États-Unis, c'est Rumsfeld qui a utilisé le système des potes tournantes et de la corruption pour imposer l'aspartame dans les produits secs avec le directeur de la FDA aux États-Unis et en juillet 83 dans les sodas. Mais Rumsfeld, il n'en a pas pris, lui, il savait très bien ce qu'il en était. Sauf que Ronald Reagan et son épouse se sont fait filmer par les médias en train de se sucrer le café avec des petits sachets de NutraSweet, à l'époque c'était des sachets roses, et après à boire des soda light. Ils sont devenus plus ou moins dépendants de ces boissons et ils sont tous les deux décédés de la terrible maladie d'Alzheimer. Donc on se dit, oh les pauvres, oui mais les pauvres, ils l'ont cherché aussi. Hein. Aujourd'hui en France, il y a un livre qui s'appelle 24 heures sous influence, qui est assez récent, et où on explique qu'on a des cas d'Alzheimer de l'âge de 15 ans, jusqu'à maintenant 75-80 ans. Donc oui, ça vraiment ça détruit, ça explose les neurones. Ça explose les neurones. Donc ici, il y a toujours une page que je montre souvent dans ce livre. Voilà, 40-41. Et donc là, on voit bien l'état des neurones. Donc une excitotoxine est une molécule qui va être capable de traverser la barrière hémato-encéphalique qui n'est jamais bien formée jusqu'à l'âge adulte, de la naissance à l'âge adulte, qu'on appelle en anglais blood-brain barrier. Et en français, barrière hémato-encéphalique. Et donc, les industriels vont faire croire que le cerveau est protégé par cette membrane. Or, les nouveau-nés ne sont pas du tout protégés, les enfants et les ados non plus. Et ceux qui donnent, les adultes qui vont faire du sport, ou qui sont diabétiques, ou qui ont des problèmes déjà de santé, elle devient poreuse. Elle ne protège pas tout le système nerveux. Et donc, le glutamate monosodique, quand la barrière hémato-encéphalique est fragilisée ou pas terminée, il va rentrer assez rapidement par le sang dans le cerveau. Il va exciter le neurone. Donc le neurone, sur le coup, ça c'est une forte dose, ça c'est une faible dose. Une forte dose, c'est un paquet de chips, hein, ça suffit. Hein. Quelques bouillons cubes dans une casserole. Des chewing-gums aussi. Alors là, les doses les plus concentrées de glutamate monosodique, ça va être tout ce qui est bouillon cube, bio ou pas. Donc quand c'est pas bio, il y a marqué exhausteur de goût, glutamate de sodium, ou les codes, les E600, 621, 627, etc. Mais maintenant, l'agroalimentaire a compris que les gens commencent à se méfier de cette molécule. Ouais, ça porte plein de noms. Ça porte 30 à 40 noms différents. Il faut se méfier. Donc il faut se méfier. Mais ça devient un vrai casse-tête chinois pour ceux qui y sont allergiques. C'est-à-dire que ceux qui sont intolérants au glutamate monosodique peuvent développer ce qu'on appelle un œdème de Quid. C'est quand on commence à suffoquer, on commence à gonfler, la gorge gonfle, la langue gonfle et on peut mourir. Hein. Donc du coup, eux, en général, ils ont des céphalées, ils ont des vertiges. Ils ont des petits boutons qui apparaissent autour de la bouche à peu près 10 minutes après ingestion. Et là, ils peuvent commencer à gonfler et à s'étouffer. Donc, ils ont souvent des injections sur eux ou quoi. Donc, ces gens-là, quelque part, ils ont de la chance parce qu'ils sont obligés de cuisiner tout ce qu'ils mangent. Maintenant, il y a un très bon documentaire français pour une fois, parce que c'est pas souvent qu'il y a des bons documentaires à la télé en France. Hein, et donc, du coup, qui s'appelait « Poudres et potions de l'industrie alimentaire ». Et ça, c'était à la télévision il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, si je ne me trompe pas. Et on le retrouve sur Internet, sur YouTube, gratuitement. Donc moi, j'encourage les gens à aller voir ce documentaire, s'ils ne me croient pas, parce que les journalistes de ce documentaire, pour trouver des scientifiques pour parler du glutamate, ils ont été obligés d'aller en Allemagne. C'est quand même surprenant qu'il n'y ait aucun scientifique français qui ose en parler. Et donc, les chercheurs allemands expliquent bien que quand on va marquer extrait de levure sur les paquets, de plus en plus maintenant dans les nouveaux petits paquets de bouillon cube français ou sur les chips, il n'y a plus marqué glutamate monosodique, je vais vous montrer. Ils ont changé la liste des ingrédients pour noyer le poisson. Et donc du coup, il y a d'autres noms qui cachent ça.
Et là, quand vous voyez marqué extrait de levure, même sur des bouillons de marque connue maintenant, ou en bio, c'est bien du glutamate monosodique. Et ça, c'est grave. Mais ça, on le savait aux États-Unis depuis les années 80. Mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Concrètement, ça détruit les neurones du cerveau. Les neurones. Et ça donc, fait, ça pour le glutamate monosodique, ça commence la neurotoxicité. Oui. Donc, c'est-à-dire que il y a trop de glutamate. Le glutamate naturel, on en a besoin. Donc, pour faire les neurotransmetteurs. Donc, il y en a dans le lait maternel, dans les pommes de terre, dans les épinards, dans le roquefort, il y en a beaucoup. On ne va pas manger trop de roquefort non plus. Certains fromages, etc. Donc là, on en a besoin du glutamate naturel. Mais le glutamate monosodique, lui, il est plus dérivé d'algues comme c'était au départ. C'était une algue qui était utilisée pour donner du goût aux rations des soldats japonais. Mais en fait, il n'y a pas assez d'algues. Donc, du coup, ils ont trouvé une bactérie qui s'appelle Corynebacterium, je ne sais plus quoi. Rajouté à de l'acide aspartique, qui est le point commun avec aspartame. Et rajouté avec maintenant, ils ont changé la composition du glutamate plusieurs fois. Et ils ont surtout multiplié les doses par 2 ou par 3, selon le docteur Belloc, tous les 10 ans, dans les produits industriels, même pour bébés. Or, aux États-Unis, vous avez un professeur qui s'appelle John Olney, qui a passé sa carrière à dénoncer le glutamate monosodique dès les années 60, où il a découvert que non seulement ça faisait des problèmes de vue, mais que ça provoquait de graves lésions cérébrales dans différentes parties du cerveau sur des souris. Or, l'être humain, l'adulte, est beaucoup plus sensible que n'importe quel animal sur lequel ça a été testé, et l'enfant peut être jusqu'à 10 fois plus sensible que ses parents. Donc on va prendre un enfant, un jeune qui a 14 ans, on va pas noter son prénom, c'est une vraie histoire. Il va faire du sport sûrement le samedi après-midi, il va faire du foot, du karaté, du basket, je ne sais pas. En ayant fait du sport, il va être beaucoup plus sensible au glutamate que son père qui n'en a pas fait l'après-midi, qui est adulte. Ils vont manger au fast-food le soir en famille pour aller après au cinéma, c'est classique, jusque-là. Mais là, l'enfant, il prend un nouveau hamburger à la mode, puis il en veut un deuxième, sous l'effet du glutamate qui est caché dans la sauce, peut-être dans le pain, dans la viande. Maintenant, vous avez marqué viande aromatisée sur les panneaux d'affichage de chez Macrado, c'est de la folie, et on ne va pas le dire. Et donc du coup, il va chercher un deuxième hamburger. Le père prend le même hamburger et des frites. La boisson, on ne sait pas aujourd'hui ce que c'était. Mais la mère et la fille ne prennent pas le même menu. Donc là, la neurotoxicité va très très vite chez l'enfant qui a 14 ans. Ils vont au cinéma. Déjà, après le cinéma, les deux, le père et le fils, mais pas la mère et la fille, étrangement, ont des céphalées, des nausées, des vomissements. Mais ils ne font pas le lien. Comment voulu faire le lien avec quelque chose que vous avez mangé il y a 2 heures avant. Donc ils vont se coucher. Pendant que vous dormez, pendant votre sommeil, il y a encore plus de neurones qui sont atteints, mais le glutamate monosodique atteint aussi les récepteurs de glutamate au niveau cardiaque, des poumons. Donc on peut faire des problèmes respiratoires, mais on peut faire un problème cardiaque en pleine nuit. Et on a aussi des troubles digestifs, parfois violents, donc des envies d'aller aux toilettes très rapidement. Donc vous pouvez vous lever d'un seul coup dans la nuit, et vous ne voulez pas progressivement, vous allez tout de suite aux toilettes, et là, le cœur il peut exploser. Bon, ce jeune garçon, le lendemain matin, n'était pas bien du tout. Il s'est effondré dans la salle de bain et il est mort. Donc il y a eu toute une enquête. Moi, quand j'ai entendu parler par les médias des symptômes, j'ai appelé la gendarmerie qui faisait l'enquête. Et j'ai appelé aussi Jack Samuels, qui était un expert. Donc du coup, il se trouve que pendant notre sommeil, pendant qu'on a mangé ce repas au glutamate, la neurotoxicité continue jusqu'à apparemment des fois 48 heures. Il y en a qui mangent un plat en sauce, ils sont malades 2 semaines. Ils le sentent. Donc on développe aussi une hypersensibilité aux molécules chimiques. Donc, quand ce jeune adolescent de 14 ans est décédé le lendemain matin après son repas au McDo, c'est pas McDo, pardon, c'était au Quick. C'est pareil. Ouais, c'est pareil, c'est la même crasse. Et ben, moi j'ai appelé Jack Samuels, j'ai demandé un rendez-vous téléphonique et j'ai expliqué la situation avec les symptômes du père et du fils. Il me dit, tu sais, si le fils il a fait du sport, il devient jusqu'à 10 fois plus sensible que son père. Et donc, du coup, il a pris 2 hamburgers dans double dose. Donc c'est possible qu'il soit intoxiqué au glutamate monosodique vu les symptômes en commun avec cette molécule. Et donc j'ai eu du mal à voir le chef de gendarmerie qui faisait l'enquête. J'ai expliqué ce que je pensais de la situation. Oui, je vais rapporter ça au procureur. Et donc on a rapporté ça au procureur. Mais bon, voilà, c'est du passé à la trappe. Donc on a poursuivi sur la thèse du staphylocoque doré. Or, s'il y avait eu cette bactérie, je pense personnellement, mais ça n'engage que moi, que la mère et la fille auraient eu aussi peut-être un problème de santé et d'autres personnes ce soir-là dans le même restaurant. Donc ils ont fait une enquête, ils ont trouvé dans la même région 2-3 personnes qui avaient été aussi malades dans cette chaîne de restaurants rapides. Et donc du coup, voilà, ça a été classé, ils ont fermé le restaurant rapidement, ils ont renettoyé, fait les travaux d'hygiène et compagnie. Là, on a remis en route ce restaurant en mettant des nouveaux desserts avec des bonbons colorés dessus, etc. pour refaire venir la clientèle.
et l'ado il est mort. Ouais. Quelques semaines plus tard, c'était une jeune fille de 15 ans, je me souviens bien, qui a été mangée un kebab, qui est morte d'un arrêt cardiaque. Et dans le kebab aussi, c'était dénoncé par rue 89, je crois, avec Xavier de Namur. Oui, Comme quoi il y avait du glutamate monosodique dans le kebab. d'accord. Donc un arrêt cardiaque à 14 ans. Ainsi que dans la nourriture chinoise, beaucoup. Ah, énormément. Énorme. Alors dans la nourriture chinoise, ça sera la forme pure, ça sera la poudre blanche en sac de 25 kg que vous pouvez acheter dans les quartiers chinois en petit sachet. Ça dépend, hein, 250, 200, 300 grammes. Et là, il y a marqué glutamate de qualité française depuis 1909. Et là, on va mettre cette poudre blanche pour donner du goût. Sauf que on va dire, je vais pas au restaurant chinois, comme ça j'évite. Et on va acheter le liquide noir en bouteille, vous savez, les petites bouteilles en verre là, avec un symbole rouge et jaune en supermarché. Les bouillons cubes, on va acheter quoi d'autre, des chips. Je vais vous montrer un exemple de chips, c'est Il y en a affolant. vraiment quasiment partout, quoi. Des fois, c'est comme un musée chez moi. Je garde des archives comme ça parce que ça n'existe plus ce sachet. Ah, ça n'existe plus, ça? Non, pas D'accord. celui-là. Format familial, il a 4 ans ce sachet, c'est magnifique. Je me souviens de la pub, si tu veux. Voilà. des Moi, amis, alors, c'est bon, ça croustille, ça fond. Bah oui, ça fond, oui. Et donc, c'est une petite fille qui mange ça. Et puis, le copain, le grand frère, il dit, moi, j'aime aussi le curly fromage ou le curly goût bacon. Donc, c'est pas oh bacon, c'est goût bacon. C'est comme les chewing-gums, c'est goût fraise, fraise, parfum menthe, parfum citron vert. Donc, il faut bien comprendre que c'est parfum ou goût. Il n'y a pas marqué à la menthe. Et sur le marché, il y a des milliers d'arômes plus ou moins artificiels ou soi-disant naturels qui contiennent du glutamate monosodique de toute façon. Donc là, si tu veux des amis, il faut manger ça. À l'époque, c'était le slogan. Par contre, là, si on regarde, on voit marqué produits soufflés à base de maïs. Est-ce qu'il y a marqué sans OGM? Non. Donc il se pourrait que ça soit du maïs transgénique. D'où autre problème de santé avec les OGM. Après, il y a marqué ingrédients. Semoule de maïs, on s'en doute, 59%. Arachide grillé moulu, 30%. Donc allergène, cacahuète. Matière grasse végétale. À l'époque, c'était de l'huile de palme. Mais c'est pas indiqué. Sel, arôme au singulier. Donc là, on peut avoir dans le mot arôme 3 fois du glutamate monosodique. Mais ça, c'est pas indiqué. Exhausteur de goût en toutes lettres, de point glutamate monosodique. Et extrait d'épices. Donc là, on a déjà au moins 2 fois du glutamate monosodique. Ce qui provoque cette addiction d'en remanger encore, de finir le sachet. Surtout, d'aller en racheter. Donc, tour de passe-passe, l'année dernière, ils ont fait un nouveau sachet. Avec ouvré, posé, prêt pour faire la fête. Et là, c'est le maxi, encore plus gros, avec comme une règle pour mesurer. Donc 100% plaisir avec un joli petit tournesol, sans huile de palme. Et oui, parce qu'entre-temps, il y a eu l'amendement huile de palme et aspartame, où on voulait faire des taxes pour les industriels qui utilisaient soit l'aspartame, soit l'huile de palme. Bien sûr, l'amendement est parti à la poubelle, à mon grand désespoir. D'autant que les gens se méfiaient beaucoup. Oui, quoi. ah oui, ça a été un scandale. Il y avait un scientifique, je ne sais plus son nom, mais il ressemblait beaucoup à José Bové, il avait une moustache et il avait commencé à dénoncer l'huile de palme comme pouvant être cancérigène et étant quelque chose de mauvais pour la santé. Et il avait mis dans une interview sur je ne sais plus quel journal qu'il risquait d'avoir des ennemis. Donc une semaine après, j'ai trouvé ses coordonnées, j'ai voulu lui parler, j'ai parlé à sa assistante. Elle me dit non, mais ça y est, il ne parle plus. Donc en 8 jours, il est motus bouche cousue. Donc moi j'achète ça l'année dernière. Ouverture facile, bien sûr, je ne l'ai pas mangé, hein, rassurez-vous. Et donc là, on voit marqué sans colorant ni conservateur, écrit en gros là, puis en tout petit en dessous. Qui c'est qui va lire? Et derrière, on a la recette curly originale dans un biscuit soufflé, un biscuit, ça ressemble à tout sauf un biscuit, démesurément gourmand, démesurément. Donc c'est plus gros, il y a plus de plaisir. Tout ça, c'est vraiment du subliminal. Ah non, mais rejoins la donner communauté. envie, Vous avez un petit bonhomme déguisé en curly, non mais c'est du délire quoi. Et si t'as pas d'amis.com, goodies, animation, jeux, vas-y sur internet. Une question, une suggestion, je les ai jamais contactés. Mais... Produits soufflés à base de maïs, ça c'était marqué sur l'autre paquet. Semoule de maïs, 59% encore. Arachide grillé moulu. Huile de tournesol, 9%, donc on a retiré l'huile de palme, bravo, c'est bien. L'huile de tournesol, c'est pas... Cette huile, bon, l'huile de palme, c'est on va dire à la limite plus toxique, mais là l'huile de tournesol, elle a été traitée à différents produits et elle est frite de toute façon, donc là elle peut représenter un danger aussi pour la santé. Mais on va pas le dire, tout ça, elle est traitée à des produits chimiques lors de la transformation. Donc du coup, voilà, donc là, on a 9% d'huile de tournesol, mais ça va rassurer les gens parce que c'est pas de l'huile de palme. Et là, tour de passe-passe extraordinaire, il y a du sel, on s'en doute. Il n'y a plus marqué, comme tout à l'heure, 4 ans plus tôt, exhausteur de goût, 2 points glutamate monosodique. Il y a marqué, et d'autres industriels s'y mettent, base aromatisante, épices, au singulier,
entre parenthèses, arôme naturel, une toute petite virgule presque invisible, tomate. Donc là, le consommateur pressé, mais qui essaye de savoir, il va se dire c'est de la tomate. Il n'y a pas marqué arôme naturel de tomate, il y a marqué arôme naturel, virgule, tomate. Ouais. Et il se prend du glutamate en pleine tête. Ah, il joue sur les mots, quoi. Donc le plus drôle, c'est que j'ai assisté à une conférence l'année dernière. Et puis c'était, c'est pas moi qui parlais, c'est quelqu'un d'autre. Et à côté de moi, il y avait une dame, donc j'avais parlé de ça, j'avais apporté les 2 sachets pour lui montrer. Et à la fin de la conférence, l'intervenant, il dit prenez 2 minutes pour faire connaissance avec votre voisin, pour rendre les gens un peu sociaux. Puis la dame, j'avais déjà parlé, j'avais attendu l'autorisation de lui parler. Et donc je me tourne derrière, il y avait une dame blonde, et je dis bonjour, vous êtes qui vous? Elle me dit ben moi, je travaille dans le bureau d'études qui a fait le nouveau sachet que vous avez montré à la dame tout à l'heure. Et je dis ah bon, et puis moi j'ai donné ma carte, moi je suis Corinne Gouget, elle regarde ma carte, elle dit ah mais on a ce livre dans notre bureau. Donc ils ont pris conscience, c'est eux qui ont créé ce sachet pour cette société, et quand ils ont réalisé qu'il y avait un changement de vocabulaire dans la liste, ils ont dit ouais vous exagérez un peu là quand même. Et Corinne a dit oh non c'est bon on y va. Le souci c'est qu'aujourd'hui d'autres marques, comme Belin entre autres, ont pris cette habitude d'enlever le mot glutamate monosodique qui fait peur, et de mettre base aromatisante épice, avec arôme au singulier ou au pluriel. Donc là, on trompe complètement le consommateur. Il n'y a même plus le code E621 comme on pouvait le voir dans des chips Lay's. À une époque, il y avait même des chips goût barbecue au glutamate et à l'aspartame, dans des chips. Donc là, les gamins dans les trains, là, en vacances, là, ils devenaient complètement hystériques. Tout ça, c'est bon, ce qui a un rapport au glutamate, et donc ça drague complètement les neurones. Mais alors, pour l'aspartame, qu'est-ce que ça fait concrètement? Alors pour l'aspartame, c'est encore plus violent, parce que l'aspartame est composé de 3 molécules. Donc la première partie, c'est de la phénylalanine à 50% de la molécule, c'est énorme. Donc on a besoin d'un peu de phénylalanine dans la nourriture, naturellement, mais là à 50%, c'est trop. Alors aux États-Unis, certains médecins comme le docteur Deagle commencent à dire que cette phénylalanine pourrait contenir des bactéries fécales dérivées des stations d'épuration, mais je n'ai pas les preuves pour le moment. Et donc elle se dégrade dans le corps en dicétopipérazine. Et donc cette dicétopipérazine est coupable et l'origine de cette épidémie, cette pandémie de tumeurs cérébrales très graves dont on en voyait peu de cas avant la mise sur le marché de l'aspartame. Et 6 mois après la mise sur le marché de l'aspartame dans les sodas en juillet 83, on le voit très bien dans le documentaire Faux sucre, vrai scandale sur Dailymotion, parce qu'il a été retiré de YouTube. Et ben, on explique dans ce film que 6 mois plus tard, on a eu de plus en plus de gens diabétiques, de troubles neurologiques aux États-Unis, et ces tumeurs au cerveau souvent inopérables sont des cas de plus en plus jeunes et nombreux. Donc ça, c'est la partie phénylalanine. Après, on a 40% d'acide aspartique, c'est énorme. Donc les industriels vont vous dire, c'est dans les fruits, c'est dans les légumes. Mais là, cette dose-là, c'est la molécule qui va provoquer souvent les troubles du comportement et qui, mélangée à du café, comme dans les sodas ou dans le café, mais pas dans les chewing-gums, va provoquer un des symptômes d'intoxication à l'aspartame, je dirais même d'empoisonnement à l'aspartame, va provoquer des crises d'agoraphobie, par exemple, des crises de colère. J'ai beaucoup de pères de famille ou de mamans qui deviennent agressives, voire violentes envers leurs enfants ou leurs conjoints, sous les sodas, les litres de soda zéro ou light qu'elles achètent ou qu'elles consomment quotidiennement. Et là, il y a beaucoup plus de violence avec ces boissons-là qu'avec les chewing-gums. On en retrouve aussi beaucoup dans les compléments alimentaires, style protéines, gainer, les choses comme ça. Hein. Alors oui, dans les années 90, il y a eu cette grande mode des protéines pour les bodybuilders, dont je connais quelqu'un dans ma famille qui en a pris très rapidement en 93. Et puis on achète un petit pot, puis après c'est un seau, ils vendent ça en seau carrément. Ça coûte très cher. C'est des poudres à base de différents ingrédients, souvent maltodextrine et autres. Puis on rajoute un petit peu de colorant pour faire goût fraise, un peu l'illusion de la fraise, mais des arômes. Et à l'époque, dans les années 90, cet aspartame était largement utilisé. Donc du coup, on va en prendre un peu beaucoup passionnément. On va devenir accro jusqu'à boire jusqu'à 3 litres par jour, voire plus, avec de l'eau, du lait ou autre, dans un blender. Et puis, ben, comme c'est sans sucre et qu'on se dit, ouais, c'est bien, je fais du sport, on va rajouter quelques chewing-gums pour laver les dents entre 2 repas, un repas d'affaires ou autre. Et puis on va boire du soda light ou il y a des gens qui ont pris toute la panoplie. Yaourt, à l'époque, il y a eu beaucoup de yaourt à l'aspartame, moins maintenant. Il y a des chaînes de supermarchés comme Super U en France qui ont décidé de retirer l'aspartame de leur propre soda et après de leur propre yaourt. Donc à la place de l'aspartame, ils ont mis du sucralose, qui est un édulcorant plus récent, on va dire, mais qui est cancérigène. Ça a été prouvé récemment en Italie par le professeur Sofriti, encore une fois, et qui se transforme en chlore dans votre sang. Mais ça, on ne va pas le marquer sur l'étiquette. Donc revenons à l'aspartame.
L'aspartame, c'est donc, on a dit 50% de phénylalanine qui se dégrade en dicétopyperazine. Et c'est dans la phénylalanine qu'il est dénoncé qu'il peut y avoir des OGM. Donc on va retomber sur la fameuse liste des 100 additifs de Jeffrey Smith qui pourraient contenir des OGM dont on ne parle jamais en France et dont je parlerai demain lors d'un sitting. Et donc après, on a donc les 40% d'acide aspartique, mais le cheval de Troie qu'on utilise depuis 2009 au niveau international, c'est les 10% de restants qui sont du méthylester, du méthanol. Et là, c'est un vrai poison, comme l'a toujours expliqué le professeur Roberts, qui nous a quittés à peu près 2 ans maintenant. Donc, Dr Roberts était le plus grand expert au monde concernant l'aspartame. Et l'auteur, il est en photo là, donc ça c'était H.J. Roberts, qui était endocrinologue et diabétologue, et qui a écrit le fameux livre que je n'ai pas pu prendre avec moi aujourd'hui, Aspartame Disease, an Ignored Epidemic. Et après plus de 20 ans d'études sur des patients, pas des rats, des singes ou des lapins, sur des êtres humains qui venaient à son hôpital en Floride en disant j'ai mal à la tête, je perds mes cheveux, pardon. En plus, j'ai mis de la laque. Je fais d'épilepsie, je m'endors au volant. Enfin, les symptômes, c'est des cloques sur la peau, c'est des boutons, c'est de la folie. Je perds la vue, j'ai un saignement oculaire, j'ai Alzheimer, j'ai Parkinson, j'ai machin. Et donc, du coup, il a étudié tout ça, il a fait ce pavé qui est destiné aux bénévoles de l'association Mission Possible Internationale dont je fais partie, dont la présidente est Betty Martini. Et donc, du coup, Dr Roberts a toujours dénoncé cette molécule-là. Et le méthylester, le gros souci du méthylester, c'est qu'il n'est pas stable à la chaleur. Et on se dit, oh, il faudrait boire 30 canettes de soda light par jour pour être malade. Non, c'est à chaque dose, je répète, c'est à chaque dose, même si c'est un antibiotique pour bébé. Donc les parents, je vous encourage à bien lire les étiquettes des médicaments que vous donnez à vos enfants. Même si c'est le pédiatre qui a dit, donnez ça, tel antibiotique, j'ai que ça, à votre enfant, c'est pas long, c'est 6 jours. C'est neurotoxique très rapidement chez un bébé. Donc pendant 25 ans, on a prescrit un médicament pour bébé à l'aspartame. Alors d'ailleurs, justement, je rebondis là-dessus, il y a de plus en plus aussi de bébés malades. Oui, mais c'est voulu quelque part. Aujourd'hui, on assiste à une pandémie. Les cancers les plus courants chez les enfants et les bébés, c'est tumeur au cerveau et leucémie. Il y a l'asthme aussi. Ah ben l'asthme aussi. Mais l'asthme, vous allez dans une cantine, comme a fait Jamie Oliver en Angleterre, vous apprenez aux gens de la cantine à cuisiner maison sans additifs, il n'y a plus d'asthme. Le glutamate fait beaucoup de problèmes respiratoires, énormément. Et l'aspartame aussi, donc on mélange tout ça, plus des bonbons, des colorants, des arômes, etc. Donc voilà, donc du coup on se retrouve avec des bébés en France, vous allez sur Google, vous tapez AVC du nourrisson. Mais c'est affolant quoi. Donc un des premiers cas en France, d'après ce que j'ai su par une association, c'est un bébé qui a fait un AVC en fin de grossesse dans le ventre de sa mère et qui a des séquelles à vie. Il y en a d'autres qui font des AVC le jour de leur naissance. Et vous savez ce qui se passe? Par exemple, dans une maternité dans le sud de la France, je ne dirais pas où, un bébé qui a mal au ventre, à la maternité, on lui donne un sachet de Débrida. C'est un médicament à l'aspartame dont des millions de gens ont consommé toute leur vie. Et donc, on va donner une poudre diluée dans un biberon à un bébé de 24 heures, à l'aspartame. Donc, moi, je ne comprends pas. On a conseillé dans une autre maternité pendant 20 ans aux femmes qui souhaitaient allaiter de prendre des suppléments en calcium qu'on mettait à leur disposition gratuitement sur la table de chevet à la maternité. Donc elles rentraient chez elles, elles allaient en racheter pour avoir plus de calcium dans leur lait, elles n'ont pas besoin de ce supplément. Or, il était à l'aspartame aussi. Alors justement, en parlant du lait, le lait animal, le lait de soja, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Le lait animal, le lait de soja. Alors déjà, vous avez des mamans qui, pour X raisons, ne peuvent pas allaiter. Il faut qu'elles retournent au travail, ou elles n'ont pas envie d'abîmer leur sein, ou elles n'ont pas de lait. Bon, après, si on n'a pas de lait, il y a différents moyens, méthodes, je pense, pour que le lait monte et qu'on puisse allaiter l'enfant. Il n'y a rien de mieux que le lait maternel. Rien. Tout à fait. Donc, j'ai rencontré déjà des ados qui me disaient oh, ben, quand j'aurai des enfants, je leur donnerai du lait en poudre, j'ai pas envie d'allaiter. Je dis mais si tu as un enfant, pourquoi tu ne vas pas l'allaiter? Je veux dire, n'en fais pas. Je veux dire, si tu n'as pas envie de donner le meilleur à ton enfant pour qu'il soit en meilleure santé, il y a aussi de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, qui passe dans le lait maternel, que vous ne trouverez jamais dans ce genre de trucs en poudre qu'on trouve en pharmacie. Il n'y a pas d'ocytocine là-dedans, ça c'est impossible. Donc du coup, il y a des mamans, on leur dit oh, à la maternité, prenez cette marque-là de lait en poudre, c'est pareil que le lait maternel. La maman, c'est son premier bébé, elle n'est pas au courant, elle va chercher le lait en poudre en pharmacie, ça coûte une fortune. Il faut se lever dans la nuit, faire chauffer l'eau au micro-ondes ou à la casserole ou au chauffe-biberon. Il faut que le biberon soit stérile.
Il faut mélanger la poudre avec l'eau. À la base, c'est du lait de vache. Le lait de vache, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ces pauvres vaches, elles sont souvent bloquées dans des élevages intensifs. Elles ne voient pas le jour ou elles voient très peu d'herbe. Donc on va leur donner du maïs transgénique ou du soja. On va leur donner des médicaments, des hormones, des antibiotiques, des tas de choses, pauvres bêtes. On va les traire 2 fois par jour, elles n'en peuvent plus, elles ont des mammites et des infections, donc dans le lait on va retrouver du pus. On le transforme en poudre et on en fait du lait pour bébé. Alors là j'ai récupéré ça dans une pharmacie, j'étais morte de rire. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a jamais marqué sans OGM, donc on a souvent des amidons, de quoi on ne sait pas. Il y a de l'huile de palme dans tous les laits pour bébé quasiment, la lécithine de soja, donc là c'est souvent OGM aussi mais c'est pas dit. Et il y en a un qui est encore mieux, alors là j'ai vraiment rigolé. Alors il y en a au riz, il y en a au Pepti Junior. Alors celui-là, ça s'appelle AC Expert. Prise en charge des coliques et ballonnements du nourrisson dès la naissance. C'est lorsque bébé pleure ou crie pendant 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine. Déjà on se pose des questions si bébé il pleure 3 heures par jour. Hein. Mais bon, donc du coup il a une immaturité digestive et une saponification intestinale. On va lui donner ça. Pardon. Ah oui, non, mais c'est du, très fort. Du tragicomique. C'est du tragicomique. Moi, j'étais pliée en 4. Alors, on met un joli petit lapin, on va dire que c'est assez expert. Et là, la composition qu'on trouve dans ce petit carnet ou sur la boîte, la première chose, c'est maltodextrine. Donc, c'est un sucre lent, dérivé souvent de maïs ou de blé, et qui contient du glutamate libre. Et ça, j'ai fait toute une page sur mon livre parce que j'avais des menaces à un moment. Lactose, matière grasse végétale, huile végétale structurée. Colza, soja. Déjà de l'huile de soja dans un produit pour bébé, ça va pas. C'est vraiment allergène et c'est vraiment quelque chose qui va provoquer de graves maladies plus tard. Protéines sériques, hydrolysées. Après, il y a encore du lait. Minéraux, il y a tous les minéraux de synthèse forcément. Il y a des sucroesters, il y a du chlorure de choline, enfin il y a tout ça. Et on va donner ça à un bébé. Donc il y a toute une collection comme ça. Et si jamais votre bébé a des selles moins fréquentes, il faudra lui donner l'autre. Donc c'est quand même impressionnant. Et à chaque fois, on va se retrouver avec de l'huile de palme, avec de la maltodextrine. Là, c'est carrément Magic Mix. Non, mais il faut mieux en rire, hein, je vous jure. Et il y a ingrédients amidon transformé de maïs. Marqué, hein. Amidon transformé de maïs. Donc là, si c'est pas des OGM, je me... Alors, mais ça, donc... on donne ça à un bébé, quoi, des OGM. Il y a un vrai problème aussi avec donc, le lait de vache, même pour les adultes. Oui, hein. bien sûr. Mais il y a aussi, beaucoup se donnent bonne conscience en prenant du lait de soja. Voilà. Alors du coup, le lait de vache, on en parle de plus en plus. Il y a eu des journalistes scientifiques qui ont fait de nombreux livres sur le lait de vache. Et il y avait aussi un médecin qui avait fait un livre qui s'appelait « Ce lait qui menace les femmes ». En parlant du cancer du sein. Hein, donc il y a des tas il peut y avoir des prépubertés, des dérèglements hormonaux, beaucoup d'allergies ORL. Donc un bébé à qui on donne une surconsommation de produits laitiers parce que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Donc tu prends ton laitage, prends ton yaourt, prends ton fromage. Donc ça va être otite à répétition, donc on va donner un antibiotique à l'aspartame, ça va être trachéite, bronchite, affection ORL, et puis ça sera beaucoup de problèmes de peau aussi souvent, parce que la peau va éliminer, donc psoriasis, eczéma, mais on est accro aux produits laitiers à cause du lactose qui provoque cette addiction, même au fromage bio, on peut en reprendre encore un morceau. Donc du coup, voilà, mais là le lait industriel, ça va être une vraie catastrophe. Donc pour les desserts lactés, on va rajouter des gélifiants, carragénane, qui est l'ennemi numéro 1 d'un journaliste scientifique qui a écrit un livre sur la cuisine moléculaire. Et donc les carragénanes peuvent faire des cancers aussi, mais ça va servir de gélifiant, c'est une algue qui est traitée. On va rajouter des arômes, des colorants, et on va marquer petit yaourt goût fruits. Il n'y a pas de fruits dedans, c'est du colorant et de l'arôme. Donc on va se retrouver avec un produit potentiellement dangereux. Donc pour avoir bonne conscience, des millions de gens encore aujourd'hui sont passés du lait de vache et de la viande au soja. Et là c'est une catastrophe. Le soja, ouais. Oui, ça va être un énorme scandale. Donc moi je rencontre beaucoup de gens, parce que je fais certaines conférences aussi parfois sur le soja. Et j'ai vu beaucoup de gens végétariens ou végétaliens qui se sont nourris de soja depuis l'adolescence, donc 13-14 ans, et puis qui ont décidé d'en consommer encore plus. Donc on va passer du lait soja tous les matins, on va rajouter un peu de tofu, de sauce soja, de yaourt, il y a de la crème chantilly maintenant, il y a des desserts, c'est infini, il y a même des pâtes au soja, il y a de l'huile de soja, et on vous vend même la lécithine de soja en poudre en boutique diététique. Qu'est-ce que ça provoque sur l'organisme, ça? N'aie pas peur de nous choquer, on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Hein. Non. Donc moi, pour le soja, il y a 10 ans, j'en consommais des fois, il y a un dessert chocolaté pour moi et mes filles.
Et quand Mélodie, ma fille aînée qui a 18 ans, était petite, je les ai allaitées très longtemps toutes les deux. Et comme elle faisait de l'eczéma quand je donnais du lait de vache complet, entier, j'avais donné du lait de soja et du lait au jus de pomme il y a 18 ans maintenant. Et donc, mais pas longtemps, j'ai dû faire 2-3 mois, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec des adolescents de 19-20 ans qui ont été élevés au lait de soja. Et là, ils ont souvent des problèmes de croissance, donc ils arrêtent de grandir à 14-15 ans alors qu'ils ont... et puis ça ne grandit plus. Ils peuvent avoir des problèmes d'apprentissage, mais aussi des problèmes osseux parce que le soja va empêcher la fixation du calcium. Donc j'ai une maman qui a 3 enfants, 10, 12 ans et 19 ans. Et celui de 19 ans a mangé tellement de produits au soja toute son enfance, il a la colonne vertébrale abîmée, il ne peut plus jouer au foot. Je dis, vous jetez tout de suite, parce que ça peut faire aussi des dérèglements hormonaux, hein, ça contient des phytoestrogènes. Et donc il y a des ados, ils se mettent à boire du lait de soja tous les matins. Et donc au bout d'un an, à 17 ans, il a un sein qui commence à pousser, des boutons, des cheveux de plus en plus fins. Alors, au niveau toxicologique, ce qui est intéressant, c'est que le soja peut altérer la qualité des cheveux, des poils, des sourcils, de tout le corps, de tout le système pileux. Alors que l'aspartame, lui, va faire un dérèglement autre, il va faire tomber les cheveux sur le dessus de la tête et va repousser les poils ailleurs. C'est passionnant quelque part. Au niveau toxicologie, c'est moins drôle pour ceux qui en consomment. Et donc j'ai eu différents cas, surtout les 30-35 ans, qui consomment beaucoup de produits au soja à outrance. Donc c'est trop, c'est pas juste comme un condiment, comme certains asiatiques de temps en temps. Et du coup, qui commencent à perdre leurs cheveux sur le dessus, mais aussi à perdre les poils, à perdre les cils et sourcils. J'ai eu 2 cas séparés, qui ne se connaissent pas, de jeunes femmes de 28 et 27 ans, qui souffraient de pelade totale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un sourcil, plus un poil, plus un cil, plus un cheveu. Et puis là, c'est pas parce qu'il rase, hein, c'est ah parce non, que, là, parce que ça tombe tout seul. Il n'y a plus. Ah. Et donc, mais comme on ne sait pas, on va acheter des foulards, une perruque ou autre, surtout pour une femme, hein, et on va consommer encore du soja tous les jours, à chaque repas. Et petit à petit, quand on apprend la vérité, c'est pas facile. J'ai plusieurs naturopathes en France qui récupèrent les malades du soja et qui ont du mal à leur faire retrouver la santé. Et donc il y a un naturopathe assez connu en France qui m'a dit un jour au téléphone, on discutait, je dis que pensez-vous du soja sans dire ce que je sais. Il me dit, Madame Gouget, le soja transgénique c'est un poison, mais manger du soja bio, c'est se tuer à petit feu. Je ne m'attendais pas à une réponse. Je me suis dit, peut-être qu'il va me dire de temps en temps, c'est pas grave si c'est fermenté traditionnellement, mais lui, il est contre. Bien sûr, après, il y a fermenté ou pas fermenté. Donc, quand c'est fermenté traditionnellement, il y a moins de toxines. Si on en mange, je connais des gens qui mangent un petit peu de miso, de soja dans une soupe, genre une fois par semaine ou 2, ils n'ont pas de soucis de santé. Moi, par précaution, je n'y touche pas. De toute façon, je suis intolérante au gluten. Et dans le livre du docteur Kayla T. Daniel, qui est en anglais pour le moment et qui devrait sortir, j'espère, aux éditions Résurgence cette année en Belgique, le livre s'appellera Soja, ami ou ennemi de notre santé. Je vous encourage à contacter l'éditeur pour l'encourager à sortir ce livre parce qu'on a 1 an et demi de retard. Et tout le monde me le demande, ce livre en français. Donc il fait 450 pages et il y a des centaines de sources scientifiques dans ce livre. Or, moi je l'ai lu en 2008, il me semble, ce livre. Et j'ai fait la liste des symptômes décrits par tous ces consommateurs américains de soja bio. Et je me suis dit, mais il faut que les gens y sachent, on va avoir la même chose en France. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver un éditeur pour le faire en français. J'espère qu'il va sortir cette année, par pitié. J'espère que les éditions Résurgence vont m'entendre et vont vraiment le sortir. J'ai fait la préface avec quelqu'un d'autre, un médecin. Et donc du coup j'ai rencontré non pas 10 ou 15 personnes, mais des centaines de gens de 5 ans à 75 ans qui ont pris de plus en plus de produits au soja, qui ont des trous de mémoire, qui ont des problèmes de poids, de cheveux, de thyroïde aussi, énormément de problèmes de thyroïde, de migraines, ça commence souvent par là. Donc j'ai une dame qui prenait juste du lait de soja le matin pendant 10 ans, elle avait des migraines à répétition, elle a fait plein d'examens, hein. Elle ne trouvait pas d'où ça venait. Il n'y a pas un médecin qui lui a dit ça vient du soja. Pourtant elle ne mangeait pas de glutamate à côté ni d'aspartame, donc on fait par élimination. On voit ce que mange la personne et on élimine ce qui peut provoquer les migraines. Il y a aussi les ondes qui peuvent faire des migraines, il y a aussi des fois du gluten ou des fois des produits laitiers. Et donc cette femme, elle a pris du lait soja pendant 10 ans. Pendant 3 ans, on lui donne un médicament qui s'appelle Zomigoro qui contient de l'aspartame pour les migraines, qui coûte 53 € à l'époque les 12 comprimés, ou 35 € les 6 comprimés. Et donc ça passe les migraines, ça provoque des crampes ailleurs suivant les doses d'aspartame. Et donc cette femme, elle a développé un nodule à la thyroïde, qu'on voyait au travers de la peau, comme la taille d'une noisette. Et là, on allait la mettre sous médicament pour la thyroïde. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc ça peut rendre dépressif aussi, le soja. Donc on va donner des antidépresseurs qui vont constiper. Et du coup, on va donner un médicament pour provoquer les diarrhées qui a l'aspartame. À quelqu'un qui a déjà... On n'en finit plus là. Voilà. Alors, si on veut en savoir plus, tu as écrit donc un livre, Additif.
alimentaires, Bon, moi, j'ai danger. écrit le livre Additifs alimentaires danger qui a sauvé plein de vies. Le but, c'est d'informer. J'encourage les gens à s'instruire. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, on le trouve dans toutes les bonnes librairies, dans toutes les grandes librairies aussi. Sur Ou Internet? alors sur mon site. Voilà. Et donc, sur mon site, c'est santéendanger.net. Vous pouvez me le commander directement. Je suis un peu débordée de commandes de temps en temps, donc j'essaie de suivre la cadence. Donc là, c'est vraiment très détaillé. Alors là, hein, c'est détaillé, le- c'est pas très compliqué en fait. Le but, c'est de lire le début du livre jusqu'au tableau, sauter le tableau et l'index, mais le tableau en fait est très clair. Quand c'est classé rouge, c'est dangereux. Là, on marque sur le côté la marque du produit, parce que j'ai cité aucune marque à part des bonnes marques, mais je n'ai pas cité de marque toxique dans mon livre. Donc là, on marque, j'ai trouvé ça dans tel et tel produit. On entoure les effets secondaires, mais on ne va pas la prendre par cœur. Donc on saute, et là, il y a l'index, parce que comme vous avez vu tout à l'heure, on met le nom ou le code. Et quand c'est les arrange, ils mettent que des noms. Comme ça, les mamans disent, il n'y a pas de E, j'achète. Sur un paquet de bonbons, il y a pu marquer E133, c'est bien. Donc là, on va bien lire la partie aspartame. Je l'ai fait encore lire tout à l'heure dans le train à une jeune femme de 24 ans qui mâchait un chewing-gum. Elle a lu les effets secondaires de l'aspartame. Elle n'a pas osé me dire ce dont elle souffrait. J'avais vu que sa jambe tremblait, c'est un des symptômes de l'aspartame aussi. Elle a pris un morceau de papier, elle a mis son chewing-gum dedans, elle l'a jeté. Elle me dit, mais personne ne nous le dit ça, personne ne nous en parle. Je dis, mais pourquoi veux-tu qu'on t'en parle? Sinon tu ne vas plus acheter de chewing-gum, ils vont perdre de l'argent. Et ça provoque tellement de maladies. Donc le souci, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de tumeurs cérébrales, d'épileptiques. On a 64 000 enfants épileptiques en France. On a 100 000 enfants autistes. On a de plus en plus de bébés qui naissent avec des tumeurs cérébrales à la naissance. Sans compter les cancers, etc., les cancers exponentiels. En tout cas, moi j'ai lu ton livre hein, et je t'en remercie parce que moi ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait revoir pas mal de choses sur l'alimentation. Donc vraiment je conseille ce livre-là, vraiment. Oui. Il s'appelle en anglais, il sera bientôt en français je pense l'année prochaine. Je trouve un éditeur. It was not Alzheimer, it was MSG. Et ça c'est l'épouse de Jack Samuels, que Jack nous a quittés à peu près il y a 2 ans. Il est mort d'un problème cardiaque parce qu'il était très intolérant au glutamate. Et donc Jack Samuels s'était battu pendant plus de 20 ans pour exposer la vérité sur cet exhausteur de goût. Et Adrienne a fait ce livre, donc ce n'était pas Alzheimer, c'était le glutamate monosodique. Et là elle explique bien toutes les manigances, toute la corruption, toutes les fraudes auprès des autorités sanitaires américaines principalement, et avec le fabricant d'aspartame et de glutamate impliqué. Donc c'est un livre très percutant, un peu comme un roman, c'est un peu leur histoire. Et j'espère vraiment qu'il va sortir en français. Sinon, si vous savez lire l'anglais, achetez-le et lisez-le. Alors, tu m'as dit aussi qu'effectivement, par rapport à tout ce que tu dénonces, hein, ça t'a posé quelques problèmes, notamment par rapport à tes filles dont tu as parlé tout à l'heure, puisque aujourd'hui tu ne vois plus tes filles. Je ne vois plus mes filles. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu tout ça C'est pas très compliqué. Je suis revenue en France après avoir découvert la vérité sur l'aspartame, parce que pendant des années, j'avais aucune source là-dessus. Et en 2003, fin 2003, j'ai eu la chance de racheter un petit carnet dont je me servais pour faire mes courses. Et là, il avait été mis à jour pour la première fois. Et dans ce carnet, on expliquait qu'ils avaient découvert ce livre sur le glutamate et l'aspartame, que c'était aux toxines le goût qui tue, et que le docteur Belloc exposait la vérité sur ces 2 additifs hautement dangereux. Et là, j'ai réalisé que l'aspartame, il y avait au départ une liste de 25 effets secondaires dans ce carnet, et que ça pouvait provoquer des crises de rage, des psychoses sexuelles, du surpoids, des insomnies, des problèmes de vue, de dentition, etc. Et de graves troubles du comportement. Et là, je me suis dit, mais quelqu'un dans ma famille a tous ces symptômes, c'est pas possible, quoi. Donc il y avait 2 solutions, soit je rentrais en France et je disais rien à personne, bon j'aurais sûrement encore Mélodie et Cordy avec moi, soit j'allais voir la dame qui avait écrit ce livre qui s'appelle Belinda Barnes, et j'allais lui dire qu'il fallait me le mettre à jour pour que tout le monde ait accès à cette information, parce que en fait ce carnet servait qu'aux couples sans enfants, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, pour changer d'alimentation en complément d'un programme de désintoxication des 2 parents avant la conception. Et Madame Barnes avait créé l'association Foresight, la charité en Angleterre pendant 35 ans. Elle a aidé ainsi des milliers de couples à avoir des enfants beaux, intelligents et en bonne santé et à terme. Sauf qu'en France, il n'y a pas de préconception. Donc du coup, Madame Barnes m'a dit, j'ai pas le temps de le mettre à jour, je m'occupe de mon laboratoire de suppléments alimentaires pour futurs parents. Je vous donne les noms scientifiques, vous mettez mon carnet à jour, s'il manquait genre 140 additifs en plus, qui avaient été rajoutés dans la nourriture. Et vous faites une version française, espagnole, tout ce que vous voulez, si vous voulez, c'est votre bébé. Donc évidemment, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je veux dire, on porte atteinte à la santé des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées en leur détruisant volontairement le système nerveux pour provoquer des multiples pathologies. Et on ne dit rien. Moi, je ne peux pas, quoi. Pour moi, je suis vraiment contre l'injustice et le mensonge. Je ne peux pas. Donc je suis rentrée en France avec Mélodie et Coralie. C'était fin avril 2004. On était ravis.
Et en vendant à la maison, j'ai découvert des choses très graves sous forme de vidéos dans la maison concernant leur père. Donc du coup, j'ai décidé que j'allais apporter ça. C'était une nouvelle évidence aux autorités censées nous protéger en France. Mais j'étais un peu naïve. Et donc du coup, très rapidement, il y a eu une enquête qui a été diligentée. Parce que c'était pas des vidéos innocentes, hein, c'était pas des petites fleurs ou des papillons qui avaient été filmés. Et donc j'ai tout apporté à la police avec mes filles et là tout de suite ça a été expertise à l'hôpital, interview par la brigade des mineurs et compagnie. Donc on s'est senti vraiment protégé par ce gendarme qui nous a dit écoutez il n'y a pas de souci, c'est très grave. Et si cet individu essaye de vous trouver, vous nous appelez, on vient l'arrêter. Donc pour moi on n'allait pas le voir pendant un bon bout de temps. Sauf que cet individu a travaillé pendant 14 ans à plus haut niveau, de plus en plus haut, dans l'agroalimentaire. Et donc, mais consommant beaucoup d'aspartame, il avait fait différentes erreurs, donc il était successivement licencié à chaque poste. Voilà. Mais bon, il n'y est plus dans l'agroalimentaire. Donc voilà, après on m'a demandé d'écrire un article dans Biocontact en novembre 2005. Un article assez long sur l'aspartame. Donc ce magazine a été distribué en Europe à 196 000 exemplaires. Forcément, quelqu'un a envoyé un numéro au père de mes filles. Donc là, il a fait croire que je travaillais pour Betty Martini et que je traduisais un film qui s'appelle donc aujourd'hui Faux sucre, vrai scandale, mais qui s'appelait Sweet Misery, et que je devais être payée par ces gens-là, donc ils voulaient me retirer ma pension alimentaire. Donc moi, je ne pouvais même pas aller en Angleterre pour l'audience parce qu'il était en Angleterre, il était à nouveau licencié et était retourné en Angleterre. Et donc du coup, je ne suis pas allée. J'ai fait envoyer des fax aux juges par Betty Martini et Corey Brackett pour dire que j'étais bénévole et que je ne touchais pas d'argent. Mais bon, les juges, voilà. On m'a sucré ma pension alimentaire. Je dis, oh, ça ira pas plus loin, tant pis, mon livre est sorti, dans un an, j'aurai de l'argent. Et donc en avril 2006, j'avais déjà contre moi des expertises psychiatriques que je peux vous envoyer par internet, il n'y a aucun souci, qui m'accusaient d'être folle, qui m'accusait de parler d'aspartame, de faire croire que c'était dangereux, que ça détruisait le cerveau, que quelqu'un dans ma famille en serait morte à 48 ans, aveugle, obèse et tumeur au cerveau, que mon père aurait peut-être Parkinson à cause du glutamate, que ceci, cela, et que ma passion pour les additifs alimentaires déteignait sur ma vie privée. Donc on m'a cataloguée trop facilement par connivence avec la juge des enfants, comme étant dangereuse pour autrui, paranoïaque, à enfermer et mettre sous médicaments. Et en plus irresponsable de mes actes, c'est marqué. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit oulala, juste la conclusion, puisque les pages précédentes m'ont été dissimulées, j'ai demandé 2 contre-expertises. La première expertise a disparu, on l'a jamais vue. Mais j'ai appris un an plus tard que le fils de cet expert, à 18 ans, était mort d'une rupture d'anévrisme, expert psychiatre, et qui était accro au soda light, ce garçon. Donc c'est pour ça que l'expert était très intéressé par ce que je faisais, lui, mais on a dissimulé sa contre-expertise. Et le dernier contre-expert que j'ai vu, c'était fin mars 2006, et là c'est important, parce qu'on m'a enlevé mes filles le 21 avril. Et lui, il a vu les documents et il m'a parlé pendant 1h30. Il m'a dit que pensent vos filles? J'ai dit mes filles ne veulent plus jamais revoir leur père. Il me dit c'est très grave ce qu'elles ont vécu, c'est quand même de l'agression sexuelle. Et il me dit elles sont lucides, elles vont très bien, vous aussi je vous rassure tout de suite. Je vous félicite pour la sortie de votre livre. Je lui dis voilà, on va faire aussi un autre livre avec mes filles pour raconter notre histoire. Il dit c'est très bien, ça vous fera une thérapie, vous n'êtes pas folle du tout. Je rends ma contre-expertise dans 48 heures, donc fin mars. Disparu pendant 6 ans. Donc du coup j'arrive à ce jour fatidique du 21 avril. Mon petit livre orange, sans passer à la télé, était cassé dans les 20 meilleures ventes en France, dans les magazines comme Psychologie Magazine par exemple. Et avait atteint 11 000 exemplaires vendus en 2 mois. Donc mon éditeur s'y attendait pas. Donc voilà, pour moi je m'étais dit, j'ai pas cité de mauvaises marques et tout. J'arrive au tribunal sans mes enfants et là la juge me tombe dessus comme un chien sur un os. Et, Madame Bougie, vous avez les enfants je dis, bah, sont à l'école, parce qu'à chaque fois vous les traumatisez volontairement. Il n'y avait pas de greffier, c'était illégal, personne ne m'a rien dit. Je n'étais pas au courant de mes droits, malgré une avocate spécialisée dans le droit de l'enfant. Et là, elle me dit, vous parlez d'aspartame, vous parlez de glutamate, vous mangez bio, vous êtes folle. Donc déni total de justice, je veux dire, violation de mes droits. J'ai le droit de m'exprimer et d'informer les concitoyens des dangers des additifs. J'ai le droit de manger bio ou naturel, parce que bon, bio, il y a aussi des excès dans les produits bio. Mais j'ai le droit de manger ce que je veux, quoi, quand même. Je veux dire, il n'y a pas de loi qui nous oblige à manger de la merde. Je suis désolée, hein. On appelle un chat un chat. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a d'autres mamans qui sont persécutées parce qu'elles ne mangent pas comme monsieur tout le monde.
Donc vous nourrissez vos enfants d'aliments biologiques, vous faites attention à ce qu'ils mangent, ils sont en très bonne santé, ils n'ont pas d'hyperactivité, pas de cancer, pas d'obésité morbide, on vous les enlève. Et vous donnez 10 tartines de pain au beurre salé avec de la pâte à tartiner à votre fils qui a 15 ans, qui fait 150 kg, et on vous laisse la garde de votre enfant. Moi je voudrais bien qu'on m'explique. Il y a l'histoire du petit Joachim aussi qui a été très connu l'année dernière. On a retiré la garde de ce bébé à un couple parce que la maman a acheté du lait de riz en pharmacie parce qu'elle était végétarienne. Ça a duré plusieurs mois cette histoire, ils ont fait toute une pétition, tout un scandale. C'était même dans Closer à un moment. Et ben, on leur a rendu l'enfant le 13 décembre, semble-t-il. Et on envoie des assistantes sociales à la maison pour s'assurer qu'ils mangent de la viande, ce bébé. Non mais c'est quoi ce système là? C'est pire que la Gestapo quoi. Ouais. Donc moi j'hallucine. Et on se retrouve aujourd'hui avec des adolescents de 300 kg en France, à 17 ans, avec des filles de 100 kg à 18 ans à qui on fait un anneau gastrique. Et puis ben, on leur donne des plats surgelés à faire chauffer au micro-ondes, on leur conseille les soda light pour maigrir. Donc elles ne perdent pas trop de kilos, puis elles sont désespérées parce qu'elles mangent moins avec l'anneau gastrique, mais elles ne maigrissent pas. Mais on ne va pas faire de la prévention. Donc moi j'ai des cas récents, hier, avant-hier, qui m'ont contacté. Il y a une jeune femme de 26 ans qui a mangé plein de cochonneries toute son enfance et adolescence et qui a fait plusieurs régimes, dont avec des tas de produits à l'aspartame. Et les jeunes mamans aujourd'hui, elle ne savait plus quoi faire, quoi. Elle a des douleurs de partout, elle a du mal à faire la vaisselle, elle a du mal à se lever, elle a 2 enfants en bas âge. Et paf, son mari découvre mes vidéos. Et heureusement qu'elle n'a pas fait l'opération. Devinez combien il y a d'opérations chez les obèses en France l'année dernière, en 2013. Quelques milliers. Hein. Alors il y avait à peu près 18 000 opérations en 2009. On a dépassé les 34 000 l'année dernière. Ouais. Puis ça va crescendo. Ça va crescendo. Mais alors là, justement, de la folie. Par rapport à tes enfants, où est-ce que... Alors où ça en est, ben, on m'a enlevé mes filles très rapidement. La juge, je lui ai dit excusez-moi, j'ai le droit de parler d'additifs. J'ai sorti mon livre, des magazines. Elle a dit madame, elle a noté elle-même, s'il n'y a pas de greffier, ce qui est illégal, je répète. Elle a noté madame a sorti des documents. Elle m'a dit quoi? Et donc elle me dit comme ça, j'ai parlé à votre ex-mari tout ce matin. Vos filles vont partir avec lui tout à l'heure. Je dis pardon? Je dis non, vous allez chercher le dossier pénal qui est encore ouvert là-haut dans le bureau de la juge du pénal. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous allez faire, elles vont être traumatisées, elles vont pas vouloir partir, elles vont hurler. Et j'ai dit mais il n'est pas sous contrôle judiciaire, chose que mon avocate m'avait dit. L'avocate elle a fait, elle a regardé par terre, je dis non mais je rêve, je suis dans mon lit, quoi, je fais un cauchemar quoi. Et donc il n'était pas sous contrôle judiciaire, il avait parlé à la juge tout le matin, soi-disant, mais moi je n'étais pas là, pas prévenu, et mes filles allaient partir avec lui. Donc j'ai dit... j'ai dit non, alors l'avocate a dit on n'a qu'à les placer en famille d'accueil en attendant la fin de l'année scolaire. J'ai dit pardon. Donc mes filles étaient à l'école, elle a fait appeler l'école sur le champ, j'étais prise au piège. Hein. Ouais. Et donc soi-disant j'étais folle enfermée parce que je parle d'aspartame. Donc j'ai eu le temps d'aller appeler des amis, elle m'a fait sortir du bureau pendant 2 heures, le temps d'aller chercher mes filles à l'école. J'ai appelé un ami qui m'a dit appelle vite un avocat connu dans le nord de la France. Il pourra donner des conseils, donc moi j'appelle l'avocat, je tremblais, je pleurais, j'imaginais déjà la scène, je dis non c'est pas possible quoi ce qui m'arrive. Et donc il me dit je vais vous donner un conseil en or, je suis trop loin, je ne peux pas descendre vous aider, gardez votre calme. Je fais attendez, gardez mon calme, on va m'emmener 2 filles qui ont retrouvé la santé physique et mentale en 2 ans et qui sont épanouies, et ravies et heureuses comme tout maintenant, pour les forcer à partir avec un père qu'elles ne veulent plus voir depuis 2 ans et qui est recherché par la police française, je ne sais pas comment je vais garder mon calme. Il me dit, si vous vous énervez, la juge vous enfermera dans la souricière, on est vendredi, et lundi vous serez interné d'office. L'internement abusif, en France, il y en a pas mal. Hein. Et je dis, ah mais c'est ça qu'ils veulent. Donc je ne sais pas encore comment, mais j'ai des idées. J'ai pu garder mon calme ce jour-là, parce que d'un côté, je me suis dit, si je m'énerve, elle m'enferme, et après c'est fini, hein. Les conférences et tout ça, c'est terminé, et puis je ne pouvais pas me battre pour retrouver mes filles. Donc c'était garder son calme, défendre mes filles moi-même, parce que j'avais bien compris que les 2 avocates c'était ensemble, hein, complices. Les services sociaux étaient arrivés à l'avance avant l'audience. Une des assistantes sociales citées dans la vidéo, qui s'appelle Corinne Gouget, 7 ans, sont ces 2 filles sur YouTube. Donc madame Claire Martin arrive au tribunal avec un gros sac de sport bleu tout neuf et une stagiaire. Et un chewing-gum dans la bouche, puis elle me dit ça vous dérange, il y a une stagiaire qui écoute l'audience? Je me suis dit non, on vient parler de leur rapport, c'est tout. Pour moi, c'était pas un enlèvement.
Et elle laisse le sac à l'accueil en demandant qu'on lui garde parce qu'elle partait en vacances après l'audience. C'est quand même étrange ce coup du sac là. Je me si elle part en vacances, elle met son sac dans sa voiture ou chez elle quoi. Et donc Mélodie et Coralie ont été forcées de partir avec leur père devant moi, j'ai rien pu faire. Et j'ai un témoin qui était dans la salle d'attente qui a entendu les hurlements de Coralie et souvent ça résonne encore dans ma tête, ce cri, maman. La dernière fois j'ai entendu ce mot-là presque. Et donc je devais voir mes filles une fois par mois pendant que je me fasse soigner. Et je les ai pas vues pendant 100 jours. Donc je les ai vues sous surveillance parce que je mange bio. Dans une salle avec un monsieur qui s'appelait monsieur Bertollier pour nous surveiller. Et donc c'était des remarques sans fin. Et à la fin, comme les avocats m'appelaient sur un téléphone portable, ça n'a pas plu. Et on m'a retiré les filles avec violence de la salle, comme c'est expliqué dans la vidéo. Et sans que je puisse dire au revoir, rien du tout, ni un bisou. Et là, on a fait un rapport mensonger en disant que je m'étais mal comportée, j'étais dangereuse et qu'on ne pouvait pas réorganiser de visite médiatisée, bien sûr. Donc ça, mes filles ne parlent pas. Donc ça fait 8 ans bientôt, depuis ce jour-là, le 1er août 2006, que je n'ai pas revu mes enfants. J'ai continué mes conférences, j'ai continué la mise à jour de mon livre, j'ai rencontré des milliers de gens malades avec de nombreux symptômes liés au glutamate, aspartame et autres. Et donc aujourd'hui, mon livre est un best-seller, mais le plus dur, c'est de ne pas entendre maman. Le plus dur, c'est de savoir que mes filles sont en danger malgré ce qu'elles peuvent penser. Le plus dur, c'est de connaître des experts dans le domaine de la manipulation mentale comme Paolo Cioni et des psychiatres et qui m'expliquent qu'aujourd'hui, Mélodie et Coralie ne sont pas en mesure de prendre du recul et de voir vraiment la réalité en face et de savoir la vérité. Donc elles ont été sûrement manipulées depuis 8 ans avec quelqu'un qui est très bon dans le domaine, leur père. Et donc du coup, elles sont incapables de peser le pour et le contre et de voir ce qu'il en est. Et j'ai des preuves comme quoi il y a des moments où ça tourne, c'est des ados, donc ça boit, ça. Oui. J'ai pas de contact avec elle, mais. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider justement dans. J'ai lancé un appel aux dons sur mon site parce que les gens se disent 15 éditions, 187 000 exemplaires, elle est riche. Non, parce qu'il y a des avocats, ça coûte cher, ça va jusqu'à 200 € de l'heure. Quand ils vous défendent bien, mais ils peuvent vous défendre correctement. Et après le juge il fait ce qu'il veut de toute façon quand vous avez un dossier pourri, le dossier est pourri. Donc là j'en suis un nouvel avocat, j'en ai eu beaucoup, trop, et mes filles sont en Angleterre, donc elles ont 15 et 18 ans. Légalement je peux rien faire maintenant à cet âge-là, c'est à elle de décider. Mélodie peut revenir quand elle veut, elle le sait, on a réussi à lui faire savoir, mais elle ne le fait pas. Pourquoi menace, pression, manipulation, je ne sais pas. Elles n'ont pas revu mon père non plus, qui est souffrant, qui a la maladie de Parkinson depuis 8 ans. Elles n'ont pas revu leurs meilleurs amis. Tout a été bloqué, c'est vraiment de l'aliénation. Donc voilà. Donc via ton site internet, il y a par mon site, on peut m'aider, on peut me donner des idées, tout est possible. Moi, je ne veux plus retourner en Angleterre. Je suis allée plusieurs fois pour des audiences, j'ai perdu. J'étais voir la police plusieurs fois aussi parce que j'avais des nouveaux éléments. Ça a été bloqué par la brigade des mineurs là-bas. J'aimerais pouvoir parler à mes filles, les voir librement, comme toute maman. Et j'encourage les parents qui ont la chance encore d'être avec leurs enfants, qu'ils soient petits ou grands, et qui disent arrête, tu m'énerves, j'en ai marre de toi, d'apprécier le fait que leurs enfants sont en bonne santé, même s'ils sont turbulents, ou s'ils font des bêtises, ou s'ils se disputent, ou s'ils vous piquent votre téléphone portable, ou s'ils vous piquent des sous dans le porte-monnaie. Je sais que des ados, c'est pas facile à gérer, j'ai pas la chance d'avoir mes filles avec moi pour le moment, mais appréciez le fait que vos enfants soient avec vous, qu'on ne vous ait pas enlevé. Achetez le dernier magazine Nexus dont j'ai oublié l'exemplaire où il parle de ces réseaux de pédocriminalité, où il y a même un article où on vous conseille de ne pas laisser vos enfants aller seuls à pied à l'école ni revenir, qu'ils soient toujours avec des amis ou un autre ami parce qu'on peut vous voler vos enfants à la sortie de l'école. Et donc tout est lié. Il y a plusieurs enfants qui disparaissent chaque jour chaque en France, année, évidemment, chaque jour. on n'en parle pas. On n'en parle pas et c'est tout le thème du dernier numéro de Nexus, mars-avril 2014, avec un énorme dossier où on vous explique noir sur blanc à 3 reprises que dans ces disparitions d'enfants, il y a des avocats, il y a des magistrats, il y a des policiers, des gendarmes et des médecins, mais c'est de la folie. Et que la France est un des plus gros des pays où on fait disparaître le plus d'enfants. Donc mes filles ne sont pas disparues. Je sais où elles sont, j'arrive pas à leur parler ni à les voir. Elles me manquent énormément, à un point que vous imaginez même pas. Et souvent on me dit comment vous faites pour tenir Madame Bouger, et comment je fais. Le plus dur c'est parler à des ados qui ressemblent à mes filles et leur dire tu vois ce que tu mâches, ça te fait ça, ça, ça. Alors que Mélodie m'a aidé à écrire ce livre et c'était la première à vouloir savoir toute la vérité sur l'aspartame à 9 ans. Donc voilà, donc moi je les aime de tout mon cœur. Si jamais elles voient cette vidéo,
Je n'ai qu'un rêve, c'est de pouvoir leur parler, de toucher leurs cheveux, de faire les magasins avec elles, d'aller me promener et de revivre un petit peu comme on vivait entre 2004 et 2006. Bah écoute Corinne, en tout cas j'espère que cette vidéo-là touchera un maximum de monde, que les gens comprendront ton combat, j'en suis sûr, et qu'on peut être que touché face à ton histoire. Je remercie tous ceux qui m'ont déjà aidé et tous ceux qui m'aideront encore et à faire savoir connaître cette histoire. Je ne suis pas la seule, il y a d'autres parents qui n'ont plus leurs enfants. Vraiment, vraiment Corinne, que Dieu te bénisse et t'aide dans ta démarche. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.